Salut tout le monde, bienvenue à Angle mort du 8 juin. Très excité, très excité. Je suis craqué, qu'est-ce que je te dis? Je vais tout vous parler de ça. J'ai beaucoup de sujets aujourd'hui. Ça risque d'être pêle-mêle. Je sais où je pars, je sais pas où j'arrête, je sais pas où j'arrive. Je sais pas c'est quoi le titre. Donc, quand vous allez voir le titre du podcast, c'est que j'ai attendu là. D'ailleurs, je fais ça plus qu'avant maintenant. Avant, j'avais déjà comme un sujet, j'avais mon titre. Là, je jase, puis à la fin, je me dis, bon, dans le fond, le titre de ce que je viens de dire, c'est ça, t'sais. C'est que je procède-tu à l'envers ou bien c'est maintenant que je procède à l'endroit? Ha ha! Autre question fantastique. Je commence par vous dire qu'une des raisons pour laquelle je suis excité, c'est que vous savez à quel point j'aime ça faire mes podcasts. Et là, je dis maintenant plus que jamais mes podcasts. Parce que pour ceux qui l'ignorent, je vous invite à aller sur marcbollard.com, l'onglet en haut qui est écrit « Toutes mes activités web en un clic ». Non seulement vous allez voir partout où j'interviens, là, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, etc., j'ai plein de trucs que je vous ai jamais parlé. Par exemple, j'évalue tous les films que je vois, moi, dans IMDb. Vous pouvez aller voir ma liste de films. Et là-dedans, il y a mon Patreon. C'est-à-dire mon nouveau podcast que j'ai gossé là, de longue haleine, j'en parle ici des fois, puis qui finalement, la formule s'est concrétisée la semaine passée. Donc, c'est une formule payante, contrairement à Angle mort qui va toujours être gratuit. Celui-là, il va toujours être payant. Le titre n'est même pas trouvé encore, mais c'est une formation, littéralement, en communication interpersonnelle, mais qui va tirer très large. C'est 45 et 60 minutes par semaine. C'est un abonnement qui, pour l'instant, est à 3 piastres par mois, mais à chaque 25 membres, augmente. Donc, si vous vous abonnez vite, puis vous restez abonné, ça va toujours être le même prix tout le temps. Et chaque semaine, j'envoie donc une vidéo que je fais avec ma GoPro, etc. Donc, c'est pas en audio, c'est vraiment en vidéo. C'est plus intéressant. Et ça part, je tire partout, là. Je veux dire, j'ai comment casser la glace, les 5 trucs pour bien se vendre soi-même, c'est le vidéo de la semaine passée. Ça va toujours être, selon les suggestions que les membres me font, selon des questions à répondre, des commentaires, etc. Donc, ça va être nourri. Mais là, c'est pas un truc quotidien de 15-20 minutes. C'est vraiment plus cossu. Puis là, ben, c'est basé vraiment sur tout ce que j'ai appris dans la vie concernant la com. C'est que ça veut dire que ça peut être autant des premières rencontres de dating ou avec un client, comment parler en public, comment parler devant une caméra. Ça va être vraiment là, tout pour améliorer sa capacité à être à l'aise quand on converse puis quand on est en contact avec une autre personne. Il n'y a aucun domaine où je ne vais pas m'épancher parce que c'est des règles communes. Les exemples varient, puis des fois, les trucs varient, c'est bourré de trucs. Ça fait que si vous voulez me suivre là-dessus, c'est vraiment pas cher. Pour la première batch est à 3 piastres par mois. Puis après ça, déjà, il y a une autre batch qui est annoncée qui va monter. Puis c'est comme ça que je fonctionne. C'est que celui-là, il est payant parce qu'il demande plus de temps, il est basé sur plus d'expertise. Puis c'est un modèle d'affaires que j'essaie de faire. Donc, je vous en parle en début de podcast pour ceux qui aimeraient aller voir ça. Donc, je vous rappelle, soit faites Patreon et Marc Bollard dans Google ou allez sur marcbollard.com. L'onglet en haut, vous allez voir, puis je vous invite à y aller de toute façon, qui s'appelle « Toutes mes activités web en un clic ». Puis vous allez trouver mon podcast Patreon. Puis si vous vous abonnez, ça va me faire plaisir. Là, aujourd'hui, comme je vous dis, je suis excité. Pourquoi? Parce que je vois justement mes chiffres monter, je vois l'enthousiasme, les gens m'écrivent. Vous ne savez pas à quel point c'est stimulant quand tu parles. Puis, vous aurez compris que pour moi, mon dada, c'est souvent la précision des mots. Quand je me chicane avec du monde, c'est parce que je trouve que les mots employés sont pas les bons. Puis, il y a du monde qui vont être experts pour mêler tout, malheureusement. Puis, il y a du monde qui, au contraire, sont des perles de précision. Et il y a une fille qui a lancé un livre en France, une philosophe qui s'appelle Adèle Van Rett, qui a une émission sur le service qui s'appelle France Culture, puis ça s'appelle Les chemins de la philosophie. Puis elle, c'est une fille vraiment tripante, 35 ans à peu près, super belle, qui rend ça super cool. Puis son sujet d'étude, elle, ça a toujours été le banal. Elle a fait une maîtrise sur le snobisme. Pourquoi il y a des gens snobs? Qu'est-ce qui fait qu'on est snob? On peut-tu s'en sortir? Elle décortique ça. C'est vraiment intéressant. Et là, elle vient de sortir un livre qui s'appelle « La vie ordinaire ». Puis elle a dit que depuis qu'elle est toute jeune, elle est complètement fascinée par l'idée que on dirait qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est quand on essaie de quitter une vie pour une autre, tout ce qui est ordinaire dans la vie nous rattrape. Puis là, elle fait des fois des descriptions, elle parle de sa maternité, elle fait des descriptions où est-ce qu'elle regarde du monde qui joue à des jeux de société, puis elle se dit comment des gens peuvent être aussi concentrés sur de quoi d'aussi insignifiant. Puis elle n'est pas en rébellion contre ça, elle essaie d'avoir des réponses, puis elle dit « j'en aurai jamais de réponse ».
Elle dit, j'aurai jamais de réponse parce que l'ordinaire va toujours nous rattraper. Puis là, elle fait des distinctions tellement intéressantes. Elle dit, je fais une distinction entre l'ordinaire et le quotidien. Elle dit, le quotidien, ça se change. Le lendemain, tu peux décider, à tort ou à raison, de changer de job, de changer de vie, de dire à ton conjoint, je t'aime plus, c'est fini. 24 heures plus tard, ton quotidien va être transformé, mais l'ordinaire va rester. Voyez-vous comment c'est intéressant? L'ordinaire va rester. C'est-à-dire que même si tu es constamment en voyage en première classe, puis en train de prendre du champagne, puis faire le tour du monde, à un moment donné, cette situation-là va devenir ordinaire. Vous pouvez jamais fuir l'ordinaire, tu peux juste fuir le quotidien. Tu sais, c'est un bijou, pas de farce. Puis là, après ça, elle faisait une autre distinction entre l'intime et le privé. Elle disait, l'intime, c'est ce qu'on vit réellement profondément, qu'on peut partager ou non. Puis le privé, c'est ce qui est, selon notre jugement, de l'ordre des choses qu'on ne dira pas. Donc, ma vie privée, c'est une vie que je ne communique pas. Mais ma vie intime, elle existe que je veuille le dire ou que je veuille pas le dire. Ça fait qu'encore là, je trouve que c'est super intéressant. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on dirait que je réalise de plus en plus que il y a beaucoup de monde qui maîtrise les mots puis qui pense qu'à cause de ça, ils maîtrisent les idées. Puis là, je prends les commentateurs de tout ordre, gauche, droite, centre, je m'en fous, les universitaires, les journalistes, etc., qui sont convaincus, parce qu'ils maîtrisent les mots, qui ont une meilleure connaissance des idées. Puis la réalité, c'est que dans l'espace public, je remarque, dans l'espace médiatique, pour être précis, je remarque que les commentaires les plus forts qu'on reçoit, c'est des gens qui sont... Je suis obligé de dire que c'est du monde qui ne connaissent pas ça. J'en reviens pas comment il y a des gens actuellement qui sont en train de critiquer le gouvernement Legault dans sa gestion de tout le coronavirus, etc. Chose qui est absolument légitime. OK, absolument légitime. Une démocratie, c'est pas justement la monarchie, l'État, c'est moi, là, comme disait Louis XIV. C'est pas ça, là. Ça fait que ça, c'est légitime. Mais tu remarques qui a la plume, qui a le micro? Est-ce que c'est du monde qui a une vraie expérience de la gestion en santé publique? C'est-tu du monde qui savent c'est quoi un caucus des ministres? C'est-tu quelqu'un qui sait le moindrement c'est quoi être ministre de la Santé ou être premier ministre? La réponse, c'est non. Puis là, tu peux décliner ça dans tout. Tu peux décliner ça dans les mouvements antiracistes actuels. Ou est-ce qu'à quelque part, je veux dire, les gens qui sont dans la rue, à la rigueur, peuvent arriver en disant « Moi, je suis noir, je sais c'est quoi ». Mais en même temps, on est complètement à l'autre bord du spectre, c'est-à-dire que là, on est tous en sensibilité, mais on a une réflexion par rapport au big picture, la question se pose. Le féminisme, c'est l'exemple le plus flagrant, je veux dire, toutes les Martine Delvaux puis les Judith Lucier de ce monde, fort articulés, et je trouve très intéressant leur point de vue, mais il reste que, quelles connaissances ont-elles en tant qu'universitaires, parce que c'est le cas, journalistes ou autres, qu'est-ce qu'ils savent de la vie de la serveuse à Val-d'Or ou de la fille qui travaille comme coiffeuse séparée avec ses 2 enfants monoparentales à Blainville? Quel rapport entre le vécu d'une femme comme ça puis le vécu de l'autre qui est à Outremont, avocate de père en fils, où le père était aristocrate, ambassadeur à Genève? C'est des vies complètement différentes que tu peux pas résumer juste en disant « oui, mais on est des femmes », comme tu peux pas dire « oui, mais on est des Noirs ». Puis il y a un côté où est-ce que on se prononce tout le temps un peu sur des affaires qu'on connaît pas. Et de l'autre côté de ça, pour faire violence à mon propre propos, il y a aussi cette idée-là que si tu n'as pas vécu sur le terrain ou si tu n'as pas eu de longues études dans un domaine, tu n'es pas habilité à parler de ça. Puis ça, c'est faux aussi. Parce que par observation, on peut apprendre, on peut être autodidacte, puis on peut en arriver à avoir des réflexions qui sont totalement valables en étant à côté de l'expérience comme telle. Tu sais, moi, je me souviens d'un gars qui était complètement dans les chemtrails, puis les complots, puis la patente. Puis un jour, j'avais juste dit tu crois-tu à ça, toi, la Russie? Ben oui, ouais, mais t'es jamais allé. T'es-tu sûr que ça existe, la Russie? Tu sais, on peut se rendre jusque-là dans l'espèce de doute pour flasher puis penser qu'on est donc hot parce qu'on doute de tout. C'est que, voyez-vous à quel point, selon où on met la loupe, on peut trouver que quelqu'un a un commentaire, mais qui n'est pas du tout pertinent parce qu'il n'y a pas l'expérience requise. Puis de l'autre bord, il y a quelqu'un qui fait un commentaire où est-ce qu'on prend tout ça comme du cash, puis où on le discarte complètement parce qu'il y a, selon nos critères, la bonne approche ou la mauvaise approche.
Fait que je veux pas vous dire s'il y a une grille d'analyse qui permet de dire ça, c'est quelqu'un que je trouve qui est crédible, etc. Je veux juste qu'on réalise ça, qu'on a tendance, c'est nos sensibilités qui ont tendance à déterminer qui dit vrai. C'est pas réellement la vérité émise ou bien la qualité ou la crédibilité de quelqu'un. Oui, en partie. Tu sais, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent » où je dis qu'avec l'avènement d'Internet, maintenant, il y a tellement d'informations que de plus en plus, sans s'en rendre compte, on se rattache à certaines personnes, puis c'est comme si on leur délègue beaucoup de pouvoir de réflexion. Fait que ça, c'est un mouvement que je vois, puis que je crois qu'il existe effectivement. Excusez-moi un instant. Le bouton pause, hein, quelle belle invention. Puis, mais mon point aujourd'hui, c'est juste de réaliser ça. De faire en sorte là, qu'il y a de l'engouement pour un côté qui vient chercher notre sensibilité. Puis il y a un gars sur YouTube que j'ai découvert, un dénommé Ferry, un Français, qui fait un peu de la rhétorique, justement, puis qui décortique des entrevues, etc. C'est intéressant. Puis il a dit une affaire, sur le coup, j'ai fait, il est donc bien dans le champ, mais crème, il a complètement raison. Il dit, la connaissance, c'est un sentiment. Et là, retenez bien ça, parce que je trouve que ça résume exactement ce que je veux vous dire. Il dit, la connaissance, c'est un sentiment. Là, tu fais, ben non, la connaissance, c'est des informations factuelles, c'est des expériences émotives, etc. Non. Ce qu'on appelle la connaissance, c'est un sentiment. C'est-à-dire que j'ai la connaissance d'un sujet à partir du moment où j'ai le sentiment que je le maîtrise. Je peux pas objectivement dire « je suis un physicien, je connais la physique de A à Z, voici précisément les champs où je suis compétent ». C'est des zones grises. Ça fait que le jour où on prétend qu'on est connaissant, c'est parce que c'est un sentiment. On a l'impression, il y a quelque chose en nous qui est venu nous rassurer, qui est venu nous dire « je connais ce bout-là ». Je suis donc connaissant là-dedans, puis on est rassuré, puis là, maintenant, on porte le drapeau, puis on peut dire, moi, je connais ça. Dans tous les domaines. La mère de famille, elle peut dire, moi, je sais c'est quoi élever des enfants. J'en ai eu 4, je connais ça. En même temps, c'est-tu vrai qu'elle connaît ça? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a une connaissance à élever des enfants parce qu'elle en a élevé 4? C'est un petit échantillonnage. Tu as connu comment élever tes enfants, mais est-ce que tu connais les enfants? Tant qu'à moi, une gardienne dans une garderie, qui n'a aucun enfant à elle, connaît beaucoup plus les enfants parce qu'elle a un échantillonnage qui est très long. Et là, je trahis mon degré à moi de jugement de la connaissance, c'est-à-dire plus que moins. Moi, je me faisais dire, Marc Boilard parle de relations de couple, mais il n'y a pas de blonde. De un, je parlais pas de relations de couple. Quand j'étais à la TV, puis tout, je parlais de dating. C'est une bulle au début. Le couple n'est pas encore formé. Pour moi, c'était clair. Mais tu vois, les gens mêlent les mots. Un autre exemple. Puis deuxièmement, qui connaît le plus les femmes? Celui qui a eu 200 dates à jaser de tout et de rien, à avoir plein de sortes, ou le gars qui est marié avec la même depuis 20 ans? Le gars qui est marié avec la même femme depuis 20 ans, il connaît une affaire de plus sur les femmes que moi, c'est la sienne. Ça, il n'y a pas de doute. Mais pour le reste, je veux dire, qui connaît le plus le vin? C'est celui comme Faneuf qui boit 300 bouteilles, qui goûte 300 bouteilles par année, ou celui qui ferait le guide du vin selon Paul Boucher? Paul Boucher, il boit la même bouteille de vin espagnol, parce que ça fait 20 ans qu'il trouve que c'est la meilleure, puis il n'en boit pas d'autres, puis il vous en parle chaque année dans le même livre. Ça fait qu'à un moment donné, il y a ça, il y a l'échantillon. Est-ce que vous êtes devant... Puis l'échantillon veut rien dire lui-même. Je peux avoir 1 milliard d'expériences différentes puis jamais tirer de conclusion valable. Je peux être un pêcheur qui sait exactement où pogner de la truite puis avoir aucune idée pourquoi la truite est là, avoir aucune idée comment ça marche une truite, en quoi biologiquement c'est différent de saumon, ça marche comment la reproduction. Je connais rien là-dedans. Mais je suis un gars qui sait que quand tu t'en vas à telle place du lac à midi quand il y a des nuages, tu vas pogner plus de truites. Tu as des trucs. Mais tu comprends-tu réellement ce qu'il y en est? Non. Mais tu peux avoir la connaissance de ça. Tu peux dire, moi, je connais ça pêcher. Moi, je sais c'est quoi les truites. Je vais vous en parler. La truite, là, elle est là à telle heure. Mais qu'est-ce que tu connais? Tu me décris une observation que tu as faite. Peux-tu dire que tu connais ça? Ben lui va dire oui. Parce que la connaissance, c'est un sentiment. Ça fait que là, ce qui est le fun avec ça, c'est que tout à coup, tu te mets à regarder toute l'actualité. Tu te mets à regarder le monde qui sont dans la rue à manifester, etc. Puis tu dis, eux autres, ils sont convaincus de leur point. Eux autres étant tout le monde convaincus de leur point. Les militants, ben c'est sûr, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'eux autres, ils militent pour quelque chose, puis tout rentre là-dedans, puis il faut que l'entonnoir finisse avec
ce qu'ils disent. Je prends souvent l'exemple de Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, qui est quelqu'un que je lis régulièrement, que je trouve qui est intéressant, mais il est tellement halluciné de nationalisme et de souverainisme que le gag que je disais avec Éric Duhem, c'était si on avait Mathieu Bock-Côté dans une émission de cuisine, il nous dirait « Voici comment faire une tarte au sucre. Donc, ça prend de la pâte, un rouleau, une tasse de sucre, égale, faut se séparer du Canada. » Ça fait que ça l'obnubile. Après ça, il a le droit, son opinion, je trouve qu'elle est habituellement bien étayée, des fois peut-être dans le champ, peu importe. C'est juste que pour lui, il est convaincu de son point, et si tu es convaincu de ton point, c'est que ça passe du rationnel à l'émotif. C'est que tu tombes dans le sentiment. Donc, la connaissance, c'est un sentiment. Toutes les nouvelles que vous voyez, tous les gens qui vous disent « voici ». Et c'est en grande partie, ça explique aussi des susceptibilités. Moi, d'expérience, le groupe le plus susceptible au monde, c'est les journalistes. Ils sont hallucinants. Si tu oses critiquer un journaliste, puis là, je te dis pas l'insulter ou dire qu'il est à la solde du Parti libéral, c'est tout insignifiant, mais si tu dis, par exemple, à un journaliste, écoute, par exemple, les conférences de presse là, du gouvernement qui ont lieu chaque jour, puis blablabla, où, manifestement, il y avait des questions qui étaient redondantes, voire insignifiantes. Moi, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast. Ça ne montrait pas que le journalisme, c'est débile. Bien au contraire, mais ça montrait qu'il y a une limite à tout à coup envoyer quelqu'un qui ne connaît rien dans un domaine puis qui est obligé d'inventer une expertise en posant des questions. Puis si moi, vous me demandez d'être autour de la table pour juger puis poser des questions dans le monde médical, ce sera pas long, je vais vous poser ce que je pense mais il y a plein d'affaires qui vont me passer au-dessus de la tête. Puis il y a plein de questions que je ne poserais pas qui seraient pertinentes parce que je ne connais pas le domaine. Mais les journalistes, attention, il ne faudrait surtout pas leur dire ça parce que, hey boy, puis là, quand il y en a a eu un épisode très rigolo en fin de semaine. Il y a un journaliste de Gazette qui, justement, a gazé François Legault à coup de tweet, puis à un moment donné, il l'a bloqué. Legault l'a bloqué en disant, regarde, moi, tu me gazes. Puis là, c'est épouvantable. Patrick Lagacé, qui pourtant, quelques heures avant, avait tweeté, c'est assez ironique, avait tweeté que c'est super facile. Sur les médias sociaux, tu bloques qui tu veux, quand tu veux, ça te regarde juste toi, point barre. Bien, point barre, ça devrait aussi inclure François Legault. Je suis désolé. Moi, François Legault, s'il veut barrer qui il veut, on s'en claque. Je m'en tape totalement. Faites bien attention entre la liberté d'expression et la liberté d'être amplifié. Il n'y a aucune liberté d'être amplifié. Si Twitter veut barrer Donald Trump, je m'en claque totalement. Il procédera autrement ou il procédera pas autrement. Je m'en fous. C'est pas ça, la liberté d'expression, de dire « j'envahis une plateforme, puis maintenant, c'est mon droit ». Non. Ça fait que ça a été un bel exemple comme quoi... Et là, évidemment, je vous parle d'affaires parce que tous les journalistes du Québec, c'est terrible. François Legault, c'est un antidémocrate, puis blablabla. Ben non. Un antidémocrate. Twitter, ça n'existait pas avant. Il aurait pu dire, sais-tu quoi, toi, je la prends pas ta question, ou who cares? Who cares? Il n'y a pas d'atteinte à la démocratie parce que quelqu'un décide de ne pas être suivi par un journaliste qui, anyway, va avoir d'en face. C'est comme... Mais, vu que la connaissance est un sentiment, vu que les journalistes sont convaincus qu'ils amènent une information qui est névralgique pour le public, vrai, ben voilà que émotivement, ils sont extrêmement... Il faut juste comprendre comment ça marche. Puis je dis eux, là. Pensez-vous que je suis différent? Quand je me crains, pourquoi vous pensez que je me crains? Si quelqu'un dit quelque chose, puis je me crains, que ce soit mon sujet ou autre, c'est pas parce que là, ma grande rationalité est atteinte, puis c'est parce que ça vient me chercher émotivement, c'est tout, là. Il faut juste le reconnaître. Ça fait que la connaissance, c'est un sentiment, puis le jour où tu vois ça, tu commences à avoir un recul que je trouve qui est très sain par rapport à tout ce qui se dit puis tout ce qui se passe. Parce que là, tu reconnais que les gens sont convaincus de leur point, puis qu'à quelque part, c'est à tous et chacun de dire, est-ce que cette personne-là a réellement ce qu'il faut pour m'émettre une opinion, puis cette opinion-là, ou ces faits-là, semble-t-il, vont vraiment m'éclairer? Ou est-ce que je suis juste en face de quelqu'un qui articule bien une idée, puis cette idée-là, à quelque part, est peut-être totalement farfelue, a peut-être juste rapport à... Je me souviens, un autre exemple, je me souviens que je vais voir un show, je ne vais pas le nommer, là. Je vais voir un show d'humour, puis le lendemain, je parle de ça avec une critique, qui est une chum à moi, puis j'étais convaincu qu'elle allait aimer ça parce que c'était une fille, c'était une humoriste, puis son spectacle dans la salle lors de la première, je suis désolé, j'étais là, ça riait pas, zéro.
Puis je savais qu'elle allait faire une bonne critique pareil parce qu'elle veut faire une bonne critique. Comme ça, elle veut encourager ça. Puis à mot couvert, elle me l'a dit. Puis à un moment donné, elle était là, elle disait « Oui, mais moi, j'ai trouvé ça drôle. Oui, mais moi. » J'ai dit « Parfait. » Puis je te demande pas de dire « T'es pas un reporter, t'es une critique. T'as le droit. Si personne rit, t'as le droit de trouver que c'est bon. Mais tu penses pas que c'est nécessaire de dire « By the way, je veux juste vous dire, ça riait zéro. » Puis là, ça a été comme non, puis telle affaire. Puis là, tu sais, je voyais qu'il y avait un bout de « il faut faire de la promotion. » C'est que tout ça était un peu mélangé, tu sais. Pourquoi? Parce que à un moment donné, tu as tes critères à toi. Un critique, une critique, c'est pas c'est plus un éditorialiste qu'un reporter. Ça fait qu'évidemment, il y a toutes sortes du personnel, de ce que j'ai observé. Puis chacun y va à sa sauce. Ils ont le droit. Ça s'appelle critiquer. C'est pas une science exacte. Mais il reste que tu voyais quand même que le jupon dépassait, puis qu'il y avait d'autres critères que juste « est-ce un bon spectacle d'humour ou un spectacle moyen? » ou il y avait d'autres affaires là-dedans. Fait que quand tu viens pour remettre ça en face à personne, ben ça cause des fois des irritants, puis que tu fais « ben ouais, je sais bien », mais d'un autre côté, tu pourrais peut-être aussi accepter que la critique de la critique, comme on dit. Ça fait que c'est toutes ces espèces de... Ce matin, c'était juste ça que je trouvais. Je suis tombé sur comme plein d'affaires qui me rappelaient cette phrase-là de Ferry qui dit que la connaissance, c'est un sentiment. Ça fait que je ne sais pas si ça va vous aider. Moi, ça m'a comme éclairé une coche de plus. Pas de prendre des distances pour faire mon SMAT. Je trouve ça épouvantable. Faites vos recherches, là, c'est tellement cave. Mais juste de réaliser que c'est pas parce que quelqu'un s'exprime bien, moi le premier, hein, c'est pas parce que quelqu'un s'exprime bien qu'il a nécessairement raison. C'est pas parce que quelqu'un a étudié dans un domaine. Ça c'est l'autre affaire qu'il faut que je vous dise. Toute la chloroquine, avec le Didier Raoult, là, l'épidémiologiste français qui est super controversé, puis blablabla. Il y a un truc très intéressant qui se passe. Je vais terminer là-dessus, là, parce que sinon, je tire un peu trop partout. Là. Mais il y a un truc très intéressant avec ce qui se passe avec la gestion du virus, la gestion des médicaments, la gestion des masques, où est-ce que là, on est tout le temps en train de reprocher « Ah, un jour, les masques, c'est bon, là, c'est pas bon, telle affaire. » Là, ce qu'on est tous conscients, puis c'est un article dans Le Monde qui disait ça, puis je trouve ça tellement bon. Il disait, là, ce qu'on est tous conscients sur la planète, tout le monde, il n'y a aucune exception, là, tout le monde est au courant, tout le monde a des nouvelles de la même affaire, c'est qu'on voit la science quand elle avance. Normalement, on voit la science quand elle conclut. C'est-à-dire que j'ai développé un médicament, Santé Canada l'a approuvé, je m'en vais chez Pharmaprix, je regarde, ah ben tabarouette du Viagra. Ça a l'air que mes problèmes de bandage sont réglés. Mais pensez-vous vraiment que ça s'est fait linéaire de même? Que chez Pfizer, la compagnie qui a développé ça, chaque scientifique, chaque chercheur, chaque microbiologiste était tout le temps en parfait accord avec le travail de la veille. Hey, c'est super. Écoutez, vous faites un site Internet avec quelqu'un, puis il y a des désaccords. Un site Internet là, sur Wix. Pensez-vous vraiment qu'un médicament, qu'un remède, qu'un vaccin, ça avance comme à la va comme je te pousse? Non. C'est juste que maintenant, on le voit. Maintenant, on ne voit pas juste le médicament qui est arrivé sur sa tablette. On voit toutes c'est quoi les contradictions qui font qu'en bout de ligne, la science avance. Des fois, c'est sur des centaines d'années. Galilée qui dit « Ah, c'est pas vrai que la Terre que le Soleil tourne autour de la Terre. » C'est comme, hein, il est malade. Ça s'est fait sur des centaines d'années, voire des millénaires peut-être. Puis là, tout à coup, on est dans une séquence où est-ce que la planète au complet essaie de trouver des remèdes, essaie de trouver un vaccin. C'est que là, un s'engueule avec l'autre parce que la science, ça nous apparaît vrai en conclusion. Mais en cours de route, c'est le bordel. Comme nous tous. Comme nous tous. À un moment donné, une chicane de ça, une patente, on s'ajuste, whoop, tout à coup, on continue, on revient, on fait... Pourquoi les gens font des meetings dans les bureaux? C'est-tu pour tous se dire la même affaire? Mais il n'y en aurait pas de meeting. Alors, sur ce, je vous répète, venez me rejoindre sur mon Patreon, marcbollard.com, sous l'onglet toutes mes activités web en un clic, ou sinon, faites Patreon, Marc Bollard dans Google. Et puis, si vous vous abonnez dans les prochaines heures, dites-moi que vous m'avez entendu sur Angle Mort, je vais être content, je vais faire comme « Hey, maintenant, j'ai du monde qui sont des deux bords. » Ça va être, je vais vraiment trouver ça hot. Salut!